Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus. C'est un plaisir de vous retrouver cette année encore pour les estivales avec un sujet qui nous concerne tous et tout au long de notre vie, notre mémoire. Alors du poisson rouge à l'éléphant, il existe tout un bestiaire pour la qualifier, pour s'en plaindre ou au contraire pour s'en extasier. Aujourd'hui, le but de notre réunion est de mieux comprendre ces mécanismes, ces troubles et les meilleurs comportements à adopter quand elle fait défaut. Mais tout d'abord vont s'exprimer Roger-Paul Droit, donc philosophe, écrivain et conseiller éthique de Partage et Vie, Noémie Poirier, responsable de l'archipel à Duclair, et Jean-Yves Deit, directeur des établissements Les Dames Blanches et l'Archipel, donc toujours en Seine-Maritime. Et avant de leur passer la parole, et puis il y aura aussi, je l'ai oublié parce qu'il n'est pas arrivé, Dominique Coudreau, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation Partage et Vie, qui prendra la parole à la fin de cette introduction, excusez-moi. Donc avant de leur passer la parole, je vous signale qu'une urne digitale est à votre disposition toute la soirée pour recueillir vos remarques et vos suggestions sur la mémoire et l'accompagnement du grand âge. Vos contributions nourriront l'ouvrage que Partage et Vie publiera à l'automne au PUF. Cette urne est accessible par un QR code qui se trouve au dos du programme qui vous a été remis à l'entrée. Pour vous connecter, vous flashez le QR code avec votre téléphone et vous vous laissez guider. Apparemment, c'est très simple. Voilà. Roger-Paul, on va commencer avec vous. Donc, comment avez-vous choisi le thème de cette année? Et puis, mémoire et éthique font-ils toujours bon ménage? Eh bien, je vais essayer de répondre à vos deux questions, Anne, merci. Et d'abord, je veux dire bonjour à vous tous. Merci pour votre présence physique, mais aussi merci pour votre participation numérique, parce que nous souhaitons cette année que les estivales de Partage et Vie soient interactives, ce qui vient de vous être expliqué, donc je ne sais pas comment on dit, mais je dirais QR codé, et ensuite répondez. La réflexion éthique, vous le savez tous déjà, elle est cruciale pour les métiers de l'accompagnement, les métiers du grand âge et pour les personnes accompagnées et leurs proches, à la condition, toutefois, que cette réflexion soit conçue comme une création permanente, une création collective, raisonnée, inventive et pratique, et qui soit liée aux gestes quotidiens. Et c'est le chemin que nous avons choisi d'emprunter depuis 2019, avant la pandémie, et que nous poursuivons ensemble, professionnels de Partage et Vie et personnalités venues de plusieurs disciplines. Alors je ne vais pas revenir, vous savez, les philosophes ont dit, quand on leur a posé une question, la réponse, on a oublié la question après, je ne vais pas vouloir faire ça, mais je ne vais donc pas revenir sur le travail accompli depuis 5 ans, mais je rappelle simplement que nous avons déjà fait un peu de chemin avec la déclaration éthique de Partage et Vie, élaborée au fil d'échanges entre personnel soignant et experts multiples, avec les développements de cette idée centrale d'une atmosphère éthique à inventer heure par heure au moyen de l'attitude de chacun et des discussions collectives, avec les divers ateliers qui ont été conduits au sein des établissements de la Fondation, avec les débats des estivales qui sont disponibles sur le site de Partage et Vie, et avec 4 volumes thématiques publiés aux presses universitaires de France dans la bibliothèque Partage et Vie, où vous pouvez retrouver témoignages, expériences, analyses et conseils pratiques issus de nos rencontres, et qui seront, ces livres, disponibles tout à l'heure au stand de la librairie. Mais il reste évidemment beaucoup de travail à faire et de chemin à accomplir pour que les attitudes se transforment, pour que le grand âge, qui demeure une sorte de terre inconnue, soit à la fois mieux étudié, mieux perçu, et si j'ose dire, presque ressenti par chacun dans ses tripes, pour pouvoir être mieux accompagné. Et c'est pourquoi nous avons choisi de réfléchir ensemble cette année au thème de la mémoire. Voilà un thème central pour le grand âge, et pas seulement pour des raisons de déficit, de pathologie, qu'on va évoquer bien sûr, mais parce que, plus généralement, la relation entre mémoire et vieillissement est très forte. À mesure que les années passent, un puissant travail de remaniement de nos souvenirs se produit. Il y a des épisodes lointains qui reviennent, qui peuvent devenir obsédants.
il y a des traces du passé, parfois plus récentes, qui s'estompent ou même s'effacent tout à fait. Et, dans les cas de dysfonctionnement importants, des confusions s'installent entre plusieurs périodes de la vie, au point que certains résidents semblent vivre dans une sorte de monde parallèle au nôtre, dans une réalité qui est la leur, mais qui ne coïncide plus avec la réalité commune. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut apprendre chaque matin à cette femme qui ne sait plus qu'elle est veuve et qui attend son mari, que celui-ci est mort depuis longtemps? Est-ce qu'il faut chaque matin réactiver ce traumatisme et cette douleur? Ou bien est-ce qu'il faut entrer dans son monde, quitte à mentir, à s'en sentir gêné, peut-être un peu moralement coupable? Ou est-ce qu'il faut parler d'autre chose? Voilà des dilemmes moraux qui sont en même temps des questions pratiques et quotidiennes dans l'accompagnement des personnes de grand âge. Alors nous allons examiner ces situations en partant de cas concrets, en demandant à des professionnels de témoigner de leurs expériences, des situations qu'ils rencontrent et qui parfois les déconcertent, les embarrassent, leur font se demander aussi le soir, et certains n'en dorment pas, s'ils ont bien agi, s'ils ont fait le bon geste, s'ils ne se sentent pas finalement gênés d'avoir peut-être été à côté ou d'avoir perturbé. Et nous chercherons, autant que faire se peut, quelles sont les boussoles et les bonnes attitudes. Et puisqu'il s'agit de mémoire, on n'oubliera pas, si j'ose dire, que la question ne se limite pas aux dysfonctionnements et aux pathologies. Elle est liée à bien d'autres aspects de l'accompagnement, par exemple la constitution de l'histoire de vie des résidents, l'impact d'un passé secret sur leurs habitudes ou leurs angoisses, le droit à l'oubli pour celles et ceux qui ont commis des fautes graves qui ressurgiraient à la connaissance du personnel. La question de la mémoire, elle est au cœur de la vie des établissements, des craintes et des joies des proches, comme le montre, et il sera là tout à l'heure, l'écrivain David Fuenquinos dans l'un de ses romans, Les Souvenirs. Et pour le plaisir, le voilà qui arrive. Bonjour. Je sais pas, on n'a pas arrangé des choses comme ça. Hein. Bon, c'était parfait. Le timing, David, est formidable. Formidable. Eh bien, je lis une page de son roman Les Souvenirs. Le narrateur vient rendre visite à sa maman, qui est hébergée dans un établissement, et elle perd un peu la tête. Elle n'a pas su que sa propre mère, était morte, et le narrateur a un moment de calme, de complicité, de sérénité avec elle. J'ai caressé furtivement les cheveux de ma mère, j'étais rassuré. Mais, elle me dit, tu embrasseras bien ta femme pour moi. Quelle femme? Ta femme. Mais je ne suis pas marié, maman. Oh, arrête de te moquer de moi. C'est pas le moment. Et puis, tu peux lui dire de passer me voir aussi. Je ne suis pas très bien, mais ça me fera toujours plaisir de la voir. Elle est si gentille. C'est une perle que tu as trouvée. Alors, je laisserai David Fuenquinos commenter lui-même tout à l'heure dans la table ronde ce point. Mais c'est un des dilemmes. Il est face à un des dilemmes que les soignants, les accompagnants ont constamment au cours que j'évoquais tout à l'heure. Faut-il entrer ou non dans le monde de l'autre? Faut-il le rappeler à la réalité? Et voilà pourquoi nous avons choisi cette année de réfléchir au thème de la mémoire. Mais pas seulement. Parce qu'il va nous falloir, à partir de là, pas seulement sous cet angle, si vous voulez, comprendre comment la mémoire fonctionne, comment elle se maintient ou se rééquilibre, même quand elle paraît flancher. Ce que nous expliqueront Lionel Nakache, grand neurologue, auteur de nombreux livres, et Claude Jandel, gérontologue et conseiller médical de la Fondation Partage et Vie. Alors nous souhaitons mettre en lumière des solutions, formuler des propositions de changement concernant les attitudes et les habitudes, et Colette Roumanoff, qui accompagne, qui est la formation aussi des personnes, qui a une grande expérience dans le domaine de la dédramatisation. Merci, j'allais pas le dire.
Pour évoquer enfin les politiques publiques à venir, nous remercions Madame Geneviève Manarino, qui travaille auprès de la Caisse, du président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de nous faire part de ses réflexions. Et nous sommes honorés que M. François Bayrou, haut commissaire au plan, ait accepté de clore cette rencontre. Mettre l'accent sur le concret, les solutions, les propositions pratiques. J'ai toujours pensé, pour ma part, que l'essentiel de l'éthique se tient là. D'ailleurs, le terme même d'éthique signifie d'abord comportement. Et en travaillant avec Jean-Yves Daït et Noémie Poirier, qui copilotent avec moi le travail de cette année, j'ai vu cette exigence de solutions concrètes s'imposer plus encore grâce à eux. Au fil des mois, nous avons appris à nous connaître et j'ai appris à les estimer grandement pour leur connaissance du terrain et leurs réflexions nombreuses sur les améliorations à envisager. Je leur laisse la parole pour finir de présenter ces estivales que nous avons préparées ensemble. C'est à vous. Estime réciproque, cher Roger Paul, vos questions de philosophe, vos qualités d'écoute nous ont aidés, nous aident à relever, à identifier avec justesse nos questionnements éthiques. Et quand vous avez qualifié les soignants d'explorateurs de l'humain, vous avez rendu hommage à ces travailleurs invisibles, à ces soignants qui cherchent, qui explorent toutes les solutions qui permettront d'accompagner au mieux les personnes fragiles et vulnérables accueillies chez Partage et Vie. Alors oui, pendant cette préparation, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, notre propos va commencer par une interrogation. L'année dernière, j'étais assis à votre place et j'ai regardé les gens autour de moi et je me suis demandé quelles réflexions éthiques viennent chercher ces personnes, quelles connaissances veulent-ils acquérir. Et nous avons imaginé vos motivations avec Noémie selon votre statut supposé. Et tour à tour, nous serons un résident, un professionnel, un administrateur de Partage et Vie, oui, nous avons osé, une famille, un citoyen curieux et encore un bénévole. Et si vraiment vous ne vous reconnaissez pas dans ces descriptions, restez quand même, ça sera peut-être intéressant. Oui. Je vais donc commencer par les personnes qui nous sont chères et pour lesquelles je pense qu'on a tous envie de travailler autour de l'éthique. Et donc, je suis une résidente. Je veux porter ma voix pour ne pas être muette dans le débat éthique du grand âge. Je peux apporter un témoignage car je vis moi-même avec des gens qui ont des troubles cognitifs. Je veux savoir qui sont les gens qui m'accompagnent et comment ils parlent de moi. Je me demande comment on fera perdurer qui je suis quand peut-être je l'aurai oublié. Je suis rassurée que la Fondation ait une démarche éthique. Je suis un professionnel. Je viens renforcer mon sentiment d'appartenance à Partager Vie. Je suis venu chercher ce dont j'ai besoin pour avancer, pour réussir mes accompagnements au quotidien. Je souhaite me sentir moins seul, moins démuni quand certaines situations me dépassent. Je viens prendre connaissance des dernières avancées de la recherche et des réflexions éthiques. Je suis un administrateur de Partage et Vie. Je profite des estivales pour m'interroger sur le sujet de la mémoire sur lequel j'agis au quotidien. Je me nourris des débats pour construire la stratégie de Partage et Vie. Je peux rencontrer des professionnels du réseau. Je viens, cette année encore, mesurer la profondeur de la réflexion éthique de la Fondation. Je suis consciente que toutes nos décisions vont se confronter à la réalité de situations individuelles de personnes vulnérables et fragiles. Je suis une famille avec un père désorienté. Je me pose souvent des questions. Dois-je lui rappeler la réalité alors qu'il l'a oubliée? À quel point je deviens le porte-parole de ses besoins, de ses désirs, en tout cas ceux que je connais? Quelle est ma place? Comment savoir ce que mon père traverse, vit?
alors qu'il ne s'en rappelle plus, ne me raconte plus. Je souhaite comprendre les conséquences de la perte de la mémoire, décoder son nouveau langage, décoder son nouveau comportement. Je suis une citoyenne curieuse. Je me demande si le quatrième âge et la perte de la mémoire sont forcément concomitants. Je veux comprendre le rapport entre la réflexion intellectuelle et les pratiques professionnelles au quotidien. Je veux re-questionner mes croyances et mes doutes au sujet des EHPAD. Je veux savoir ce que proposent les institutions au sujet de la mémoire. Je veux entendre des experts reconnus sur des thématiques sociales. Je viens m'enrichir de la diversité en découvrant un monde, ses contraintes et ses acteurs. La confrontation de l'éthique et de la mémoire est un mélange surprenant et donc stimulant. Je suis bénévole. Je veux signifier par ma présence mon intérêt à la réflexion, aux travaux de recherche. Je veux rester au contact du monde professionnel et témoigner de mon utilité auprès des personnes désorientées. Je souhaite disposer d'outils pour comprendre, appréhender l'autre dans toutes ses dimensions. Et enfin, j'ai une question simple. Qu'est-ce qu'une maladie de la mémoire ? Donc vous l'aurez compris, avec ce jeu d'essayer le costume des autres, on vient tous avec un bagage qui nous est personnel, on vient aussi avec notre histoire, et donc on ne ressortira pas de cette salle avec tous les mêmes idées fortes ce soir. Mais je vous souhaite en tout cas que la réflexion collective vous nourrisse chacun à votre mesure et comme vous le souhaitez. Merci. Alors vous allez rester tous les trois et puis Dominique Coudreau viendra faire la conclusion de l'introduction alors qu'il devait faire l'introduction de l'introduction, mais c'est un rôle important aussi. Donc j'aimerais maintenant que vous commentiez les résultats d'une enquête en ligne qui a été menée pour les lecteurs du Point. D'abord peut-être Roger Paul, quelques mots sur ce travail. Alors pour la première fois cette année, Le Point a fait participer ses lecteurs à l'enquête annuelle de Partage et Vie. Et nous souhaitons vous en livrer rapidement les principaux résultats. Il y avait 3 questions générales, pour commencer, qui étaient soumises aux lecteurs. La première concerne la représentation du grand âge. Et sur 134 réponses, voici la synthèse des résultats. La question était, comme vous le voyez, la vieillesse est pour vous. Réponse la plus cochée, 64%. La vie qui se prolonge, avec parfois de grandes découvertes. 25% des personnes qui ont répondu ont choisi de cocher un horizon angoissant. Et une petite minorité, 11%, a répondu une question à écarter parce que seul compte le présent. Autrement dit, pour faire court, selon cet échantillon, face au vieillissement, l'optimisme l'emporte, l'angoisse existe, l'indifférence est relativement minime. Deuxième question, l'examen des réponses montre cette fois qu'une nette majorité, 57%, considère l'accompagnement des personnes âgées comme un chantier prioritaire pour les années qui viennent. 27% jugent qu'il s'agit seulement d'une question parmi d'autres et 16% estiment que la responsabilité incombe essentiellement aux familles avant d'être une affaire de politique publique. Et cette conscience majoritaire de l'importance de ce chantier, je crois, vaut d'être soulignée au passage. Dernière des questions générales, celle-ci était centrée sur la mémoire intergénérationnelle et sur le rôle que doivent jouer les EHPAD dans la transmission des souvenirs. Elle a suscité des réponses relativement moins tranchées. 48% voient dans l'EHPAD un lieu de transmission des histoires de vie, 30% un lieu neutre de réconciliation possible, notamment des mémoires familiales, et 29% un lieu sanctuaire de souvenirs. Alors ce sont quand même des indications très intéressantes dans la mesure où elles confirment que le lien mémoire, grand âge, transmission est non seulement clairement perçu, mais clairement perçu comme une des fonctions possibles des établissements d'accompagnement. Là, c'est Jean-Yves qui doit parler. Oui. J'étais passionné par vous, c'est pour ça. Oui. Nous avons également proposé aux lecteurs du Point de transmettre des questions, des témoignages et des propositions.
Vous trouverez l'ensemble détaillé dans le livre de la bibliothèque Partage et Vie qui paraîtra cet automne. Mais nous vous en indiquons l'essentiel parce que certains éléments concernent directement nos échanges d'aujourd'hui. Les questions tournent principalement autour des thèmes suivants: la place de la famille et de l'aidant, l'interrogation sur l'avenir, question de la souffrance, du découragement, du déni de la maladie, la qualité de l'accompagnement en établissement, le développement d'une nouvelle offre, les moyens humains et financiers, l'accessibilité financière, l'anticipation de futurs besoins en place d'hébergement, sous-entendu, le choix entre vivre à son domicile ou dans un établissement spécialisé. La question de la formation pour le personnel retient aussi l'attention des lecteurs. Et également, il y a la place de la personne âgée dans la société, question autour de son utilité sociale, la notion de transmission intergénérationnelle, de gratitude envers les aînés. Les questions théoriques sur la mémoire, son fonctionnement, la prévention des troubles, les exercices à réaliser, le fait de garder une vision positive de la vie, les informations nécessaires pour anticiper son vieillissement ou celui de ses proches. On a pensé aussi importante que vous puissiez avoir dans le texte les témoignages de certains lecteurs du Point, notamment sur les inquiétudes que ça peut susciter pour les proches des personnes âgées quand apparaissent les troubles de la mémoire. Donc je lis un des lecteurs. Pourquoi une maman hyperactive, dynamique et gaie peut-elle en si peu de temps s'enfoncer dans un brouillard où nous sommes obligés de la soigner comme une petite fille? Elle ne s'occupe plus du tout d'elle, c'est très triste pour ses enfants. Il y a aussi des suggestions donc, qui ont été assez nombreuses. Jean-Yves vous en a parlé et fait un peu un horizon des catégorisations des propositions. Mais on voulait vous en lire une qui était un peu différente sur l'urbanisme. Je lis donc aussi un autre lecteur. Prévoir dans les futures constructions de petits appartements mitoyens des appartements familiaux pour pouvoir maintenir les personnes âgées chez elles, avec un double avantage, maintien d'une certaine indépendance des plus âgés, tout en facilitant une proximité familiale et les liens entre générations. Donc, comme on vous l'a dit, là on parle de quelques exemples, mais bien sûr vous retrouverez un peu plus les choses de manière exhaustive dans le livre de cet automne. Merci beaucoup. Donc je vais appeler tout de suite Dominique Coudreau. Avant qu'il nous rejoigne, je voudrais vous dire qu'on a un double rôle, Roger Paul et moi. Roger Paul va être gongman, c'est-à-dire que 3 minutes avant la fin, il va faire ce petit bruit. C'est assez élégant. Et moi, je garde le rôle du coucou suisse. Donc quand le temps est terminé, il est vraiment terminé. On a beaucoup d'intervenants et donc par respect pour ceux qui suivent, on va essayer de maintenir le timing. Dominique, je vous cède la parole. Vous avez 6 minutes. Bonsoir, pardon de mon retard. Je dois dire que c'est la première fois qu'en tant qu'administrateur, j'interviens dans cette enceinte et dans ces travaux. Évidemment, le conseil d'administration les a suivis avec beaucoup d'intérêt. Il a vu leur développement. Ça nous apporte beaucoup. Mais aujourd'hui, je voudrais poser la question suivante et tenter d'y répondre. En quoi est-ce que les travaux sur l'éthique que vous conduisez, que vous nous présentez aujourd'hui, contribuent à renforcer la solidité du modèle de la Fondation? Et concrètement, le problème se présente de la façon suivante. Cette Fondation, elle est administrée par 15 administrateurs bénévoles. Ces personnes, ils font ça par conviction. La plupart d'entre elles sont encore en activité professionnelle, ils font ça par conviction, par intérêt pour la cause, mais finalement, il y a des jours où c'est bien austère. Parce que d'une certaine façon, lorsqu'on a la chance, comme à Partage et Vie, d'avoir des équipes opérationnelles extrêmement efficaces, ce qui est attendu du Conseil, c'est plutôt de contrôler de loin, de donner des approbations, plus que de donner des directives ou des initiatives. Ce qui fait que dans le concret du travail des administrateurs, au jour le jour, enfin au jour des conseils d'administration, quelquefois c'est un côté un peu austère, pour ne pas dire plus. Alors justement, il se trouve que dans les travaux que vous présentez, la chance que nous pouvons avoir, c'est que
Ce sont des témoignages, ce sont des présentations de ce qui se passe au plus près du métier, au plus près des résidents. On est confronté donc à des situations très concrètes et d'une certaine façon, les administrateurs retrouvent dans l'expression de ce travail au quotidien, comment dire, beaucoup des motivations qui les ont conduits à être justement administrateurs. Je dois dire qu'il y a une chose qui me surprend toujours dans cette fondation, c'est à quel point dans l'univers très réglementé dans lequel nous vivons, et vous savez bien à quel point cet univers est réglementé, nous conservons une très large autonomie de décision. Nous sommes contrôlés, nous avons la chance d'avoir un commissaire du gouvernement qui est présent et très impliqué également dans des travaux, mais en définitive, comme diraient les enfants, on ne nous commande pas, et c'est nous qui choisissons les objectifs, les priorités et la marche au quotidien de la Fondation. Et donc, c'est parce que on a ces convictions, mais qu'on les retrouve pas toujours dans le travail au quotidien du Conseil, que de pouvoir entendre plus concrètement ce que vous avez à nous dire, nous présenter, est d'un très grand agrément et conforte les administrateurs dans les choix qu'ils ont fait de venir nous accompagner. Merci beaucoup. Formidable. Oui. Le gongman n'a même pas pu travailler, ça va pas du tout. Non, mais ça va pas du tout. Je vais le faire pour le plaisir. Allez. Voilà, vous aurez ça 3 minutes avant la fin. On y est d'ailleurs. Nous y sommes, 3 minutes avant la fin. Vous voulez rajouter un petit mot les uns les autres? On a encore 2 minutes. Roger Paul. Eh bien, que cette réflexion, elle a toujours quelque chose finalement d'improvisé. On a beaucoup préparé, on a beaucoup travaillé, mais par définition, et c'est le propre des événements de parole, et des échanges et des conversations collectives et des réflexions ensemble, je ne suis pas en mesure de vous dire à l'instant ce qu'on va entendre. Je l'espère, des choses intéressantes, mais il y a une part de vie dans les échanges de paroles. C'est le propre de la parole réflexive. On répond à l'autre, on rebondit sur ce qu'il dit, on échange à partir du ressenti et des expériences de chacun. Et j'espère que cela devrait fonctionner puisque chacun, je crois, y mettra aussi autant de sa réflexion que de son cœur. Merci à vous. Cette première introduction est terminée. Avec plaisir. Attendez, il y a des places. David, tu mets où? Il est juste à côté. Là, bah, juste à côté de moi. Okay. C'est Et décalé d'un cran. et donc il y a un cran de plat là. Je me rapproche. Voilà, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales avec une chaise de trop. C'est donc l'inverse du jeu des chaises musicales ce soir. Alors, comment agir au mieux face à des situations déconcertantes? Le sujet de cette première table ronde est vaste, car le personnel des EHPAD est régulièrement confronté à des demandes ou à des réflexions assez surprenantes, voire à des comportements difficiles à comprendre. Bien sûr, chaque cas est particulier. Il dépend à la fois du résident, de son état de santé et de conscience, de son entourage. Alors, nous allons tenter de trouver des réponses appropriées, tant sur le plan médical, éthique et humain, avec 2 professionnels de santé, ainsi qu'un écrivain, réalisateur très connu, qui s'est particulièrement intéressé à ce sujet. Donc, je vous présente alors Nathalie Amand, voilà, qui est psychologue à l'EHPAD de la Mésangerie, donc à Maule, dans les Yvelines. David Fonkinos, alors auteur notamment du très beau livre Les Souvenirs, dans lequel le narrateur, donc Roger Paul en a parlé, raconte l'installation de sa grand-mère dans une maison de repos, et un sujet que vous connaissez bien puisque vous avez régulièrement visité vos 2 grands-mères qui étaient dans des EHPAD. Le docteur Lionel Nakache, qui est neurologue, professeur à la Sorbonne Université, chercheur à l'Institut du cerveau à Paris, et qui, je le précise,
devra nous quitter à 17h45. Il partira tout à fait discrètement. Voilà. Et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Eva Kless, qui est agent d'entretien à Maule, et Zoé Bosquet, excusez-moi, qui a réalisé son service civique, je vais y arriver, à l'EHPAD Jacques Bonvoisin de Dieppe, et c'est aussi la petite fille d'un résident dans cet établissement. Merci beaucoup d'être là, c'est un vrai bonheur de vous avoir les témoignages, vous allez témoigner pour nous, ça va être vraiment intéressant. Donc on va commencer par regarder un court film sur des centenaires qui a été tourné dans les établissements de Partage et Vie à Angers et à Nanterre. Voilà les 100 ans. C'est ma vie. C'est ma vie. Il y a combien de temps que nous nous connaissons? Ça va faire 18 ans. 18 ans. Alors, toute ma vie, j'ai été institutrice. J'aimais bien le travail bien fait. Exigeant pour mes élèves, mais exigeant pour moi aussi. Vous vous rappelez du film de Chaplin, Les temps modernes. Les temps modernes. J'ai travaillé dans l'informatique. Ah oui, l'informatique. C'était mon dernier boulot, ça. J'étais secrétaire et j'ai fait la mise en page de l'usine nouvelle. Ah oui, j'ai commencé, j'avais 16 ans et demi. Sur Coco. Tant de coco, c'est tant de coco. Oui. Tant de coco. Avant de rentrer, j'étais sage-femme. Avant de rentrer au couvent, j'étais sage-femme. Ça m'a permis de faire sage-femme aussi en Afrique un peu. Enfin, parce que, quoique j'ai fait beaucoup l'école en Afrique. Le CM2, puisqu'on faisait des classes primaires. J'étais standardiste. Standardiste, pas téléphoniste. C'était bien à ce moment-là. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'étais dans la couture. Je faisais ce qu'il y avait à faire. J'étais obéissante. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Mais je n'ai plus 20 ans. J'ai connu l'époque du Front populaire. Et ça a été une belle époque, un bon moment. Malheureusement, on l'a payé cher avec 39, avec la guerre. On nous l'a fait payer. J'étais contente de la naissance de mes petits-enfants. J'étais contente surtout de la libération. La libération, c'était quelque chose de formidable. On avait eu 4 ans de guerre, c'était formidable. Les gens, vous vous rendez compte, ils se mettaient debout dans le métro, sur les toits du métro. Toutes les années passées en Afrique, j'ai vraiment un très très bon souvenir. Ouais. Avoir 100 ans, c'est être riche de milliers de souvenirs et garder dans les yeux la profondeur de la vie. La vie en lettres majuscules. Je tiens juste à vous préciser que ça a été tourné il y a quelques mois. Comme ça, petit message. Je voudrais que vous réagissiez tous en quelques minutes à ces magnifiques témoignages. Qui veut commencer? Ça vous inspire quoi? Je sais pas. Moi, je trouve ça très émouvant de voir. Oui, je trouve ça très émouvant d'avoir toutes les histoires de vie et on ne peut pas s'imaginer l'évolution qu'ils ont connue, la société, tous les événements qu'ils ont marqués. Mais on sent qu'ils sont encore gais, pleins de joie. Il y a encore de la vie, quoi. C'est parce qu'ils ont 100 ans que c'est la fin. Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous rappelle? C'est votre quotidien aussi quand vous voyez ces images?
Mon quotidien, je sais pas, mais c'est sûr que c'est des témoignages qu'on a déjà vus beaucoup de fois. Il y en a tout le temps des centenaires qui nous parlent de leur vie et c'est toujours des moments très riches et c'est toujours des moments très intéressants, ne serait-ce que parce que c'est du partage de leur part et c'est toujours émouvant d'avoir du partage de la part d'un résident. Oui, moi pareil, ça m'émeut beaucoup d'entendre qu'ils partagent des moments de vie avec nous, qu'ils osent raconter tout ça et qui mettent beaucoup de sentiments dans leur récit en fait. Maintenant, je me tourne du côté des hommes, puisqu'on les a mis tous les deux d'un côté. David? C'est incroyablement touchant, émouvant, et c'est vrai que puis ça fait du bien surtout, c'est-à-dire qu'on véhicule toujours l'idée, voilà, aussi à juste titre que la vieillesse est un naufrage, voilà, toutes les difficultés des fins de vie, et voilà, quelques récits positifs avec des personnes qui ont de grands sourires, de l'humour, voilà, ça fait du bien, et puis bon, il y a des témoignages de vie, par exemple. Moi, j'ai lu souvent des récits sur la libération, mais je savais pas qu'on se mettait debout sur le métro. Donc voilà, on apprend des choses. Il y a toujours des choses à apprendre. Lionel? Oui, moi aussi, j'étais extrêmement ému par ces tranches de vie, vraiment dans le concret, dans le diable, dans les détails, quoi. Et j'étais aussi saisi par le fait que c'est aussi une des questions du grand âge, c'est que la plupart des intervenants, en fait, rebondissaient sur l'importance de leur travail, de leur métier, de l'institutrice, la standardiste. Et ce qui est aussi une autre question, c'est comment gérer le grand âge dans cette transition où, en fin de compte, la dimension de notre existence peut-être parfois se modifie, voire disparaît ou semble disparaître, et que c'est un défi aussi peut-être un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Est-ce que quand on aura 100 ans, ceux qui d'entre nous atteindront cet âge parleront également de leur travail ou bien peut-être d'autres choses, quoi. J'espère, Lionel, que vous vous souviendrez de vos travaux sur la mémoire quand même. Parce que ça serait dommage. Nul n'est à l'abri. Hein. Nul n'est à l'abri. Est-ce que Catherine est là? Parce que justement, Catherine, est-ce qu'on leur a posé des questions à tous sur leur métier antérieur ou est-ce que c'est spontané cette... L'une d'elles tient un chapeau et donc il y avait un chapeau avec des petits papiers et des questions. D'accord. Chacune a répondu à ces questions et on a aussi une version de 10 minutes qu'on verra qui est exceptionnelle. Parce que spontanément, est-ce que toutes ces personnes dont vous vous occupez parlent de ce qu'elles faisaient auparavant ou est-ce que c'est un sujet qui est récurrent? Oui, beaucoup. Et je pense que c'est une question de tranche d'âge aussi. Les personnes qui ont vécu à cette période-là ont mis beaucoup d'importance autour de leur travail. Toute la place sociale tourne autour de ça, toute leur fonction, en fait, littéralement, c'est leur fonction. Et donc, effectivement, ils parlent tout le temps de leur travail et de tout ce que ça leur a appris et de tout ce que ça leur a apporté, parce que c'était leur place dans la société, finalement. Eva? Oui, c'est vrai qu'ils ont tendance à rebondir sur n'importe quel... dans la vie quotidienne, hop, ça va leur remémorer certains moments de leur vie. Et du coup, ils partagent assez souvent et facilement des moments de leur vie. Et c'est vrai que le rôle social qu'ils avaient dans leur vie avant est important pour eux de se le remémorer et de nous le faire partager aussi. Nathalie, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect Je dirais que plus que le loisir, ce qui revient souvent spontanément par les personnes âgées, c'est le travail et les enfants, leur famille. C'est les deux sujets qu'ils abordent le plus. Ce qui est assez logique. Alors nous allons maintenant partir de cas concrets qui ont été choisis justement parmi ceux présentés au cours des ateliers organisés dans des établissements Partage et Vie. Donc on va commencer avec vous, Eva, avec l'histoire de Madame S. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme qu'elle n'a rien d'exceptionnel, parce que elle cherche sa maman décédée, comme beaucoup d'autres interrogent au sujet de leur mari ou de leurs enfants disparus. Vous nous parlez un petit peu de Madame S? Oui. Donc moi, en fait, j'agis beaucoup sur l'entretien des chambres. Et à un moment de la journée, Madame S semblait beaucoup angoissée. Elle recherchait sa maman, ses parents. Beaucoup de personnes passaient à côté sans vraiment faire attention à son angoisse. J'ai voulu essayer de la rassurer. Je ne sais pas si je peux dire rassurer, mais j'y ai essayé de lui rappeler l'âge qu'elle avait et je me suis dit que peut-être elle allait réussir à se remémorer d'elle-même que ses parents avaient disparu et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, la dame a beaucoup pleuré parce qu'elle s'est rendue compte pas de la perte de ses parents, mais qu'elle perdait la mémoire en fait et qu'au final elle perdait ce qu'elle était, quoi. Et ça vous a évidemment... Ça m'a beaucoup touchée, j'avoue, qu'en rentrant à la maison, j'y ai beaucoup pensé, j'en ai parlé aussi avec ma famille, est-ce que j'avais bien fait de faire ça? Et bon, arrivé le lendemain, j'ai vu qu'elle avait oublié tout ce qui s'était passé, donc je m'étais rassurée comme ça, du coup. Vous avez aussi, Zoé, de rencontrer des personnes comme ça
elle qui avait oublié le... Ah, mais il y a certains résidents où c'est tous les jours, où ils nous demandent où sont leurs parents, où sont leurs conjoints, etc. Dans le meilleur des cas, leur conjoint vit juste pas à l'EHPAD et peut revenir régulièrement. Et dans beaucoup de cas, les parents, etc. ne sont plus, effectivement. Et donc c'est effectivement une souffrance pour les résidents qui soit sont en recherche, soit se rendent compte qu'ils perdent la tête, soit se rendent compte que leurs proches sont décédés, ce qui est jamais agréable à entendre. Et c'est aussi fatigant pour le personnel soignant qui effectivement se pose plein de questions, ne sait pas sur quel pied danser, ne sait pas comment réagir exactement. Et c'est beaucoup de questionnements et c'est beaucoup de fatigue aussi de répéter en boucle. Quand on sait que c'est ça qui marche, on répète que c'est trop tard et que le temps a passé et c'est fatigant aussi. Mais Eva, cette dame, donc le lendemain, avait oublié. Elle redemandait où Elle redemandait. Et vous avez changé de comportement? Du coup, j'ai dit que je ne savais pas où ils étaient. J'avoue que j'ai beaucoup du mal à mentir. Je ne peux pas leur dire ils vont arriver cet après-midi, en savant qu'ils n'arriveront jamais au final. Donc, maintenant, je préfère répondre je ne sais pas où ils sont, je ne les connais pas. Alors, avant de continuer à parler de différents patients, je voudrais bien, Lionel, qu'on fasse un petit point quand même sur cette mémoire qui fout le camp, entre guillemets. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'il y a des mémoires différentes, certaines qui restent et d'autres pas? Alors c'est évidemment une immense question à laquelle il n'est pas encore possible d'apporter une réponse définitive. Mais et d'ailleurs, la version de cette question qui est celle des rapports entre le vieillissement et la mémoire, malgré son apparente banalité, un peu comme la pomme de Newton, une pomme qui tombe, ça nous paraît aller de soi. Mais en fait, se poser la question pourquoi est-ce qu'un cerveau qui vieillit va souvent être exposé plus qu'auparavant à ces maladies de la mémoire, c'est une question très riche, très ouverte et à laquelle on ne sait pas vraiment répondre. Alors, pour aller très vite, parce qu'il y a le gong de tous les côtés, pour rester dans les temps, on peut dire que dans les pathologies de la mémoire qui sont liées au vieillissement, il y a deux grandes catégories, deux grandes causes principales. Il y en a beaucoup d'autres en médecine, mais il y en a deux principales. Ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer, c'est la plus connue, ce n'est pas la seule. Et il y a les maladies vasculaires, neurovasculaires. Et en situant que les deux, d'ailleurs, interagissent. Donc savoir s'occuper de celles dont on sait s'occuper, c'est-à-dire des maladies vasculaires, je parle des traitements préventifs, c'est aussi important de manière générale, même pour la forme d'expression des maladies dégénératives sur lesquelles on ne sait pas vraiment encore agir. Pour autant, les raisons des liens entre le vieillissement, alors pour le vasculaire, on pourrait dire entre guillemets que c'est assez simple, en tout cas une version de l'histoire est simple, c'est qu'en gros le temps a valeur d'accumulateur. C'est-à-dire qu'au fil du temps, le vieillissement de l'arbre cardiovasculaire fait qu'il y aura de plus en plus de probabilités pour qu'il y ait des petites lésions, pas nécessairement des grosses lésions, des petits accidents vasculaires, ischémiques ou hémorragiques, petits, ou des gros, qui sont visibles avec la SIC. Mais disons que l'accumulation dans le temps de plusieurs petites lésions fait un peu comme une sorte d'intégration temporelle, et donc la vie vécue comme une sorte d'accumulation de lésions qui ne peuvent que s'additionner les unes aux autres, et qui explique pourquoi plus on vieillit, plus on est en risque d'avoir des problèmes d'origine vasculaire. Pour les maladies neurodégénératives, il faut vraiment savoir, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de travaux, mais aujourd'hui encore en 2024, nul ne dispose du scénario biologique causal total. C'est comme une sorte de puzzle, un peu impressionniste avec des tâches. Alors les choses dont on est certain, c'est que dans le cerveau des patients, il y a une accumulation de formes de protéines qui vont pas pouvoir vraiment être évacuées des neurones et d'autres cellules. Et ces accumulations vont finir par tuer les neurones. Voilà, ça c'est un des éléments. Et donc les traitements à l'étude aujourd'hui visent cette étape. Mais on n'est pas du tout sûr que ce soit la seule. C'est un des aspects. Alors c'est parfois une sorte de, dans le désordre, un aspect un peu, vous savez, comme entre guillemets des films de zombies. C'est-à-dire qu'en fait, un des scénarios fondamentaux qui me semble le plus prometteur, il y a des maladies, elles sont rares heureusement, comme le Creutzfeldt-Jakob, ce qu'on appelle des maladies à prions, qui sont en gros des maladies infectieuses, mais sans matériel génétique, sans ADN, sans ARN. Et la solution, c'est qu'en fait, des protéines transconformées, quand elles rencontrent une protéine saine, elle la transconforme également, donc elle change sa structure spatiale. Transconformée, c'est un joli mot, ça. C'est un joli mot, un peu dur à prononcer. En gros, c'est juste que la forme de la protéine va se modifier, elle va devenir résistante à la protéolyse, et comme dans les films de zombies, elle-même, elle va pouvoir transformer une protéine saine en protéine malade. Donc une sorte de maladie contagieuse. C'est pas démontré, mais il y a beaucoup de pistes qui vont dans ce sens. Donc un point, peut-être trois, je ne sais pas si j'ai encore le temps de dire trois choses. Une chose, c'est que si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est une maladie qui, à l'état naturel, est essentiellement une maladie qui touche l'espèce humaine. Et à ma connaissance, il n'y a pas, on recherche dans d'autres primates et dans d'autres espèces, mais des formes naturelles, pas des formes de modèles expérimentaux. Et donc ça, c'est quand même intéressant, parce que c'est une maladie qui va toucher notre subjectivité, la narration de notre histoire, ce qu'on a vu dans ces témoignages,
Et il s'avère que cette maladie, elle est surtout découverte et étudiée chez l'homme. Ce qui est aussi une difficulté pour l'étudier, c'est qu'on n'a pas de modèle naturel vraiment valide de la maladie. Autre aspect, c'est que ce n'est pas une maladie qui va toucher les régions qu'on appelle primaires, donc les régions de la motricité, de la sensibilité, de la vision primaire, etc. Ce qui fait que les patients, les troubles qu'ils vont présenter, surtout au début, c'est des troubles vraiment de ce que j'appelle moi le cinéma intérieur, ça veut dire la façon de laquelle on se raconte notre histoire, notre représentation du monde, de nous-mêmes, etc. Donc de ce point de vue-là aussi, ce sont des maladies qui vont toucher l'essence même de l'identité d'un individu. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour les patients, pour l'entourage. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire de manière un peu rapide autour de ces maladies. On profite de la présence du docteur. Vous avez des questions précises à lui poser sur la mémoire et des explications justement avec ce que vous avez vu. Moi, il y a une question qui me vient toujours, c'est qu'on dit que finalement, la mémoire ancienne, elle reste et c'est la mémoire récente qui disparaît. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est des mécanismes différents? Alors, je dis oui et oui, quoi. Oui. Alors, premièrement, ce phénomène fondamental, il est très vieux. En psychologie, on l'attribue à Ribot, R-I-B-O-T, la loi de Ribot. C'est une loi fin 19e du 20e. Loi Ribot disait en fait ce qu'on appelle maintenant la mémoire épisodique, donc la mémoire consciente des épisodes de notre vie. En fait, les couches les plus profondes sont celles qui vont le plus résister à la fragilité de la mémoire. Et c'est vrai, on l'a vu dans vos témoignages, les témoignages des patients, et c'est des patients qu'on accompagne aussi, qu'en réalité, la capacité à remémorer les expériences vécues les plus récentes, c'est ce qui va être le plus fragile. Alors pourquoi je disais qu'il y a deux niveaux d'ouïe? Le premier, c'est ça, donc effectivement, et ça, on peut apporter des éléments de référence à ça. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les films, et moi en consultation très souvent, pas du tout de manière violente, mais souvent j'interroge les patients, pas à brûle pour point, mais dans l'échange comme ça, sur l'âge qu'ils pensent avoir par exemple. Donc quel est leur repère temporel? Et de manière pas systématique mais très fréquente, des patients vont en fait avoir une représentation temporelle qui est 15-20 ans avant, et il y a parfois des personnes qui du coup, je me demande si... elles pensent que j'ai quel âge, quoi, et donc je me trouve souvent plus âgé. Juste, hein. Ouais, non, c'est comme ça. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'un souvenir, c'est pas un fichier PDF qui va s'ouvrir depuis un tiroir ou d'un répertoire d'ordinateur. Et c'est là que je veux dire le oui plus, c'est que effectivement les souvenirs les plus anciens sont les plus résistants. Mais ces souvenirs, c'est pas simplement ce qui s'est vécu et ce qui a été représenté initialement par la personne qui l'a vécu, mais c'est aussi une sorte de trace qui traverse l'histoire de la personne et qui, à chaque époque, va souvent se modifier. Il y a ce qu'on appelle la reconsolidation mnésique, c'est-à-dire, chez tout le monde, les bien portants et les malades, lorsqu'on se remémore un épisode de notre vie, eh bien, il se renforce parce qu'on l'a remémoré, d'où la loi de Ribot, mais également, il rentre dans une fenêtre temporelle de quelques heures dans laquelle il va pouvoir être modifié parce qu'on est en train de vivre au moment où on se remémore. Donc des tonalités émotionnelles, ça peut aussi de l'induction de faux souvenirs. Donc je veux dire par là que les souvenirs les plus anciens ne sont pas nécessairement non plus des espèces sonnantes et trébuchantes sur ce qui s'est passé ici et maintenant, il y a 42 ans, le 22 octobre, quoi. C'est quelque chose qui... Voilà, à 17h15. C'est ce qui traverse une vie, quoi. Vous avez une question sur la mémoire, sur son fonctionnement? Moi, j'ai été très surprise une fois par une résidente qui ne répondait quand on l'appelait qu'à son nom de jeune fille, mais quand on lui demandait quel était son nom, ou si on, je ne sais plus son nom exact, mais admettons qu'elle s'appelait Madame Lamy, de son nom de mariée, quand on lui demandait qui c'était Monsieur Lamy, elle répondait mon mari, et pour autant elle répondait qu'à son nom de jeune fille. C'est très particulier, c'est comme si elle avait quelque chose de paradoxal. Elle savait qui était son mari, elle savait toute sa vie de mariée, mais pour elle, son nom, c'était son nom de jeune fille. Ouais, c'est fou. Alors, docteur d'abord, on ne fait pas il n'y a pas que la psychanalyse sauvage, il y a la neurologie sauvage aussi, ça existe. Il faut s'en prévenir aussi. Il faudrait prendre en compte plein de choses. Là aussi, d'après moi, ce qui vise, parce que notre métier, c'est pas d'être des enquêteurs de justice, on n'est pas là pour faire justice, on est là pour rentrer dans l'univers des personnes, donc de savoir ce qui a pu pourquoi donc si cette question se pose, ça peut être déjà aussi à quel âge elle s'est mariée, est-ce qu'elle était très jeune ou pas, est-ce qu'elle s'était mariée auparavant, mais là aussi il faut être très précautionneux, c'est-à-dire que moi c'est souvent un des repères que j'ai aussi, c'est que on est parfois conduit, un peu comme c'est David Fuenquinos sur la psychanalyse sauvage, à imaginer qu'en fait le truc vient nous parler. Mais en fait, non, le truc nous raconte ce que la personne se dit maintenant, en fait. Donc autrement dit, c'est comme ce qu'on dit sur les alcooliques. C'est pas parce que la personne est ivre, elle va dire quelque chose qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle dit parce qu'elle est ivre, elle dit ce qu'elle dit quand elle est ivre. Mais c'est pas nécessairement l'accès à une vérité cachée. C'est ça que je veux dire. C'est une construction. Alors ensuite, cette construction, en quoi elle nous parle de la personne qu'elle était à ce moment-là ou pas, c'est un fil narratif complexe. Moi, il m'arrive
de travailler avec des historiens. Il y a tout un courant de l'histoire et de la micro-histoire qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'historicité, c'est-à-dire comment est-ce que l'historiographie, comment est-ce que les historiens travaillent sur les traces qui elles-mêmes sont des traces subjectives, des témoins d'événements, donc de faire la part entre ce qui nous parle de ce qui a été vécu et de ce qui a été ensuite construit, parfois en toute bonne foi. Hein. Donc voilà, donc je pourrais pas tout ça pour vous dire que je peux pas répondre à votre question. C'était très long pour arriver là finalement. Hein. C'est Roger Paul qui disait ça. Hein. Je retiens la leçon. David, sans trahir de secret, vos deux grands-mères, elles avaient une bonne mémoire? Oui, mais alors d'abord, j'avais une question, c'est parce que vous parlez voilà, de l'impossibilité de mesurer, de savoir pourquoi voilà, on a ces pertes de mémoire, mais on a souvent cette injonction de travailler sa mémoire. Dès l'enfance, dès l'école, apprendre des poésies, même tout au long de la vie, voilà, il y a cette idée comme si c'était un cerveau, ou en tout cas presque un sport. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'essayer de travailler sa mémoire, de faire en sorte voilà, de retenir des choses, et plus tard, après, d'avoir une meilleure mémoire? Oui, parce qu'on parle de muscler son cerveau quand même. Hein. Oui, alors, merci pour votre question. Il y a traditionnellement ce qu'on dit. D'abord, oui, c'est-à-dire que le fait de travailler son cerveau, ses fonctions cognitives en général, et notamment sa mémoire, c'est une manière de la développer, de l'enrichir, même sur des choses, par exemple, le récit, le recueil de rêves au réveil, d'essayer de vous remémorer vos rêves, c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact sur votre rêve ensuite, etc. Donc le travail sur la mémoire dont vous parlez, il y a une première couche, et plus on le travaille, plus on va pouvoir développer et enrichir cela. Pour autant, je ne crois pas que le fait qu'on travaille beaucoup sa mémoire ou autre chose, je le disais au début, nul n'est à l'abri, ça ne protège pas du développement de ces maladies. Par contre, il y a une question qu'on appelle un thème la réserve cognitive. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire pour une version de l'histoire, c'est que à lésion identique, un cerveau qui a vécu une vie culturelle et intellectuelle, pas seulement intellectuelle, hein, on parle sensorielle, très riche, va pouvoir disposer de beaucoup plus de choses. Donc c'est pas qu'on ralentit la maladie, mais par contre que ça impacte ça. Et puis dernier aspect que votre question m'évoque, c'est que c'est que c'est aussi un questionnement, je pense, de manière sociétale, sur la place de la performance. Et que la mémoire envisagée comme une performance, de me souvenir bien, de me souvenir mieux, de me souvenir de plus efficace, etc. Et que du coup, même moi je pense, c'est quelque chose que je voulais développer après, mais que les rapports... On fera après, justement. On pourra le faire après, mais c'est... À nouveau, Roger Paul dit, voilà, on est dans le présent. Voilà. Parce que moi, je voudrais un petit peu me tourner aussi de mon côté gauche, mon côté féminin. Je voudrais qu'on voit un petit peu les solutions. Je voudrais notamment, avec vous, Nathalie, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Quelle est la meilleure solution ou la moins mauvaise solution pour peut-être essayer de rétablir un peu la réalité sans pour autant traumatiser les personnes? Je me rapproche. Alors, souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que quand un résident va appeler ses parents, par exemple, ou un proche ou autre, c'est qu'il va être angoissé ou qu'il va avoir envie d'en parler, de se mémorer. Donc, généralement, je conseille de faire parler dessus en disant il était comment votre mère, elle était comment avec vous, comment ça se passait. Par contre, il faut avoir du temps pour leur faire parler dessus. Et en général, en les faisant parler dessus, ça fait sortir les émotions déjà, ça apaise, ça ramène sur un terrain qu'ils connaissent, sur les souvenirs dont ils se remémorent. Et ça les calme, mais pour un temps. Oui. Mais globalement, il vaut mieux répondre quoi à la situation qu'a connue Zoé, par exemple? Juste de leur demander, elle vous manque, elle était comment votre mère? Juste cette question-là. Et donc c'est une façon, un évitement quoi, un évitement, une forme d'évitement, oui. C'est ce que vous pratiquez de plus en plus dans des situations un peu difficiles, mesdames? Nous, sur notre établissement, là, on a eu une formation Montessori qui nous aide beaucoup par rapport à la mémoire. Ils nous ont proposé des ateliers. Alors, par exemple, il y a quoi comme atelier? Alors, par exemple, j'aime pas, qui se fait avec des photos. Donc, on leur propose, j'aime faire la vaisselle, j'aime faire... et du coup, de juste montrer une photo, de manipuler et tout ça, ça leur permet de replonger dans leur mémoire. Et avec ces outils, on arrive à connaître beaucoup de choses et à re-rentrer dans leurs souvenirs, en fait. Juste avec une manipulation et regarder des images... peut leur ramener certains souvenirs en fait. Il y a d'autres choses aussi avec Montessori qui nous ont montré, c'est des aides en fait où la phrase Montessori qu'on nous a dit souvent c'est mettez à l'extérieur ce qu'ils n'ont plus dedans.
Ça a été cité souvent. Et par exemple, une personne qui va oublier que ses parents sont décédés et c'est très angoissant pour elle, on va faire une petite lettre en disant vos parents s'appelaient un tel, ils ont eu telle vie, vous les avez enterrés à telle date. Mais du coup, ils ont ce support visuel qu'ils peuvent regarder sans cesse et se remémorer. Et ils le re-regardent. Et ils le re-regardent, oui, pour certains, oui. C'est rassurant. Certains arrivent à se calmer juste en regardant cette affiche ou ce cahier de vie qu'on retrace pour eux au final avec l'aide des familles ou l'aide d'eux-mêmes au final. Et du coup, c'est un très bon outil. On est très content d'avoir pu suivre cette formation et voilà. Vous avez été confronté à ce problème, David, avec vos deux grands-mères. Elles ont de temps en temps posé des questions. Alors, d'abord, je suis très touché d'entendre ces témoignages parce que c'est vrai que notamment depuis 2 ans, c'était avec le livre de Victor Castanet, il y a eu comme une image extrêmement, à juste titre pour certains cas, négative, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans les EHPAD à accompagner mes grands-mères et j'ai été émerveillé de voir tous ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, sont incroyablement présents et dévoués et qui ont une importance démesurée parce que finalement, ce sont les personnes qui accompagnent les derniers moments d'une vie. Et il y a une symbolique, il y a une puissance. Ce sont les dernières personnes qui, finalement, sont là, parfois même accompagnent jusqu'au dernier souffle, aux derniers instants. Et je suis extrêmement admiratif de tous ces gens qui travaillent. Et ça me touche de vous entendre. Moi, j'ai des souvenirs de toutes ces personnes que j'ai pu côtoyer, comme nous tous, avec vraiment une tendresse incroyable. Elles sont encore dans ma mémoire. Alors, par rapport à votre question, moi, c'était un peu différent parce que c'est vrai que très souvent, quand je vais rencontrer des lycéens, on me demande des conseils sur l'écriture. Et ma réponse principale, c'est la curiosité, et notamment d'interroger ses grands-parents. Donc voilà, je leur dis, allez poser des questions à vos grands-parents, nourrissez-vous de leur vie. C'est comme ça qu'on peut aussi nourrir son imagination et son propre vécu. Et donc moi, j'ai passé beaucoup de temps aussi à voir mes grands-mères, à essayer de les interroger, à travailler d'une certaine manière leur mémoire. Mais alors ça marchait pas du tout. Parce que moi, elle voulait pas vous répondre. Non, ça marchait pas du tout parce que notamment... Alors, c'est aussi intéressant ça, parce qu'on parle beaucoup de la transmission, on parle beaucoup des souvenirs, mais il y a aussi, et c'était le cas moi d'une de mes grand-mères, des personnes âgées qui ne veulent pas du tout parler du passé. Et c'est-à-dire que moi j'étais toujours face à un mur, et dès que je posais des questions à ma grand-mère, elle me disait « Ah non, mais tu sais, la nouvelle aide-soignante, faut que je te raconte, alors elle a son neveu qui écrit, tu veux pas lire ses nouvelles ?» Alors je me retrouvais avec des nouvelles, il y avait toujours la nièce d'une des femmes qui voulait faire du cinéma, donc elle me dit « Faut que tu la rencontres ». Et en fait, elle parlait tout le temps des autres. Et il y a aussi ça, finalement, aussi, quand on est enfermé dans ces derniers moments de vie, la mémoire, elle se joue là. Elle se joue dans le rapport qu'on a avec l'extérieur, avec les seules personnes qui sont au quotidien avec nous. Et on se nourrit de cette mémoire. Moi, j'avais le sentiment que c'était la vie des autres qui nourrissait celle de mes grands-mères. Vous pensez que c'est parce qu'elles avaient des souvenirs particulièrement douloureux et qu'il y a un moment où on préfère les effacer ou pas forcément à votre avis, c'est ce qui est douloureux qu'on a occulté? Je ne sais pas qui... Lionel? Alors, une façon de voir, c'est si auparavant, votre grand-mère vous parlait de son passé avant qu'elle soit en EHPAD, ou si elle vous en a jamais parlé. C'est à partir du moment où il y a l'EHPAD. Voilà. Et donc là, ça va plus dans le sens de ce que vous dites. C'est pas un facteur général, en fait. Ça peut être douloureux aussi de faire revivre son passé, ses joies, ce qu'on a vécu, sa propre jeunesse, d'une certaine manière. Ça dépend. Chaque personne a un rapport très particulier et intime à la mémoire. Oui. Moi là-dessus, je vais reprendre plutôt ma casquette de famille de résidents, mais c'est vrai que pour mon grand-père, il y a un vrai sujet de pudeur en fait. C'est pas si important de parler de moi, et dans sa tête, c'est toujours été un vieil agriculteur et c'est tout. Et du coup, par contre, parler de Madame Machin qui passe et avec qui il s'entend très bien, et il a très envie de nous en parler, ou de nous parler des professionnels qui travaillent autour de lui, qu'il admire beaucoup parce qu'elle a continué de travailler et pas lui. Et en fait, c'est tout un tas de personnes comme ça qu'il continue d'admirer et qui, à ses yeux, ont plus d'importance que sa vie à lui. Et donc, de temps en temps, il va nous parler de lui, surtout quand on insiste. Mais par contre, ça va être beaucoup de parler de nous, de parler des gens qui se trouvent autour de lui, etc. Et c'est vraiment plus de la pudeur et de l'admiration pour les gens autour, en fait. D'accord. Et puis, parfois, on a des réflexions où on va justement questionner sur l'histoire de vie des résidents. Et ils vont nous répondre « Non, mais c'est bon, on me le demande tout le temps. J'en ai marre de parler de moi, en fait. Je veux parler d'autre chose. » Avec l'avancée en âge, on a envie de plus de parler des autres, de s'intéresser aux autres. Et on a le sentiment de temps en temps qu'au contraire, il y a des personnes, et moi j'en connais, comme tout le monde, qui vivent plutôt dans leur passé.
c'est bon. Chacun vit comme il peut. Oui, c'est vrai. Et moi, si vous pouvez revenir juste sur ce que vous disiez, parce que je trouvais ça, c'est un point central, cette question, c'est comment est-ce qu'on doit se comporter face à des patients qui ont des difficultés dans la mémoire, et est-ce qu'on va être dans la confrontation, ce que vous avez parfaitement décrit. Et alors, moi, ma position là-dessus, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'on c'est important d'en discuter tous, c'est que je crois que le point principal, c'est non pas d'avoir un dogme, de s'interdire d'une chose ou d'autre, mais un peu de naviguer à vue, mais au sens presque propre, ça veut dire à vue d'homme et de femme, ça veut dire se dire je vais mettre comme priorité le fait de pouvoir le plus longtemps possible conserver une vie de relation avec la personne. Hein. Presque si c'est un homme de Primo Levi dans un autre contexte, jusqu'à quand je continue malgré les affres de la maladie, etc., à pouvoir renvoyer l'humanité et la recevoir dans la vie de relation. Et si on fait comme ça, eh bien les deux aptitudes que vous avez eues, c'est-à-dire parfois lui dire et parfois ne pas lui dire, les deux se défendent, parce que ce qui compte, c'est, et vous avez dit aussi en plus, c'est que très souvent on est frappé parfois très touché, comme vous l'avez été, par le jaillissement émotionnel. Mais parce qu'en fait, comme il y a l'oubli et l'oubli de l'oubli, cette découverte pour la première fois de ça va être suivie malheureusement d'un oubli qui du coup ne va pas laisser nécessairement une trace importante. Et le deuxième point, si je peux dire une chose là-dessus, c'est que par contre, ce qui semble vraiment aussi important, c'est que même lorsque les éléments explicites sont fragiles, je dirais que la posture du soignant, elle laisse souvent des traces implicites. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui rentre, le patient se dira, ça c'est une bonne personne ou pas. Et on a des exemples. Alors il y a un truc un peu traditionnel en neurologie, en neuropsychologie. Il y avait un Suisse qui s'appelait Claparède et qui avait fait une expérience sur la mémoire implicite, assez méchante. Je ne sais pas si je la raconte rapidement. C'était un neurologue barbu, comme ça, il rentre et puis il cache une épingle dans sa main. Il serre la main d'une patiente qui très gentiment lui serre la main. Il se fait très mal. Et le lendemain, il revient avec tout l'aéropage, et puis il lui tend la main, et elle refuse de lui serrer la main. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Elle dit, mais vous ne me serrez pas la main. Elle dit, je me méfie des barbus. En fait, elle n'avait pas le souvenir, mais ça avait laissé une trace implicite qu'il s'agissait d'un sale bonhomme qui allait lui faire mal. Et ça, je pense, moi, que lorsqu'on interagit, vous plus que nous, mais moi, dans les suivis des patients, on a cette impression que la posture du soignant, donc pour les soignants, même s'ils savent que ce qu'ils vont faire ou le geste qu'ils auront ne sera pas toujours gratifié d'un souvenir, ça va laisser une trace dans laquelle, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais moi c'est un... Ah si, complètement. Et ça sera justement le sujet de notre deuxième table ronde où on a deux soignantes formidables qui vont vous raconter comment elles s'occupent de leurs patients aux petits oignons, comment elles rentrent dans les chambres. Ça c'est pour la table ronde suivante. Je voudrais qu'on parte sur un autre cas dont nous avons parlé pour préparer cette table ronde. Zoé, c'est Madame G. Madame G, c'est une bien grosse fumeuse et qui oublie toujours qu'elle a éteint sa dernière cigarette. Et comment vous gérez ce problème? Qui était cette dame déjà? C'était une résidente de la partie qui était fermée, donc la partie qui est plutôt privilégiée pour les personnes qui perdent la tête beaucoup et qui se déplacent encore très bien. Et en fait, tout le temps, elle venait nous demander sa cigarette. Je ne sais plus combien elle était, je crois que c'était 5 par jour. Et effectivement, dès qu'elle venait d'éteindre sa cigarette, elle venait nous en redemander une. Et c'était à la fois difficile pour elle parce qu'elle essuyait des refus tout le temps. Et ça revient à ce qu'on disait. Du coup, elle nous considérait mal parce que dans sa tête, on était ceux qui lui donnaient des refus tout le temps. Et même si elle avait oublié le refus d'il y a 5 minutes, elle avait gardé très bien en souvenir le fait que cette personne-là lui avait été désagréable. Et en même temps, elle était épuisante pour les professionnels de santé qui avaient à peu près toutes les 5 minutes quelqu'un qui venait demander une cigarette alors qu'elles étaient occupées. Et donc c'était à la fois de la fatigue pour nous, à la fois de l'épuisement de la colère pour elle. Et du coup, elle devenait opposante sur beaucoup de soins, des soins d'hygiène de base, en disant mais en fait ils m'ennuient tous et j'ai pas du tout envie d'être coopérante avec eux parce que dans sa tête toute la journée c'était des refus. Vous avez d'autres histoires similaires avant qu'on demande à Lionel comment on peut gérer ces problèmes en plus de l'addiction qui sont pas faciles. Est-ce que vous avez eu d'autres résidentes ou résidents qui posaient des problèmes similaires? On a aussi exactement une Madame G qui demande on a aussi une Madame G qui demande toutes les 2 minutes, 5 minutes une cigarette, pareil. Ouais. Qui épuise effectivement le personnel. Alors justement, il y a un double sujet là. Il y a l'addiction et puis il y a l'épuisement du personnel avec des questions répétées sans fin. Lionel, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un petit peu pour que ça aille mieux? Alors d'abord, il n'y a pas, là aussi pas de réponse miracle, et c'est vous qui êtes en première ligne. Les éléments peut-être d'orientation, c'est peut-être que il y en a deux. Il y a effectivement ici l'exemple de l'addiction, mais qui va souvent, comme souvent d'ailleurs dans l'addiction en général, dépendre d'éléments de contextualisation.
le contexte dans lequel on prend une clope ou dans lequel on fait. Et donc parfois, souvent chez des soignants, il y a des sortes d'astuces, d'échappées belles à trouver en des petites modifications du contexte qui vont faire basculer, comme on me dit, hein, parfois il y a un souvenir qui n'arrive pas, mais dans un contexte particulier, il va revenir. Donc là, il y a cet aspect de jouer sur l'addiction. Enfin, donc l'addiction, il y a un système cérébral, système de mécanismes de plaisir, de récompense, etc., qui tourne un petit peu en permanence. Et par-dessus, il y a une autre couche. Et d'après moi, dans ces maladies, c'est aussi la deuxième couche qui parle, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle au niveau cortical, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, le contrôle exécutif volontaire. Et il y avait un neurologue français qui s'appelait François Lermite, qui était absolument génial. Malheureusement, je ne l'ai pas connu directement, mais je connais bien ses travaux. Je dis très connu, mais non, il est décédé il y a longtemps quand même. Mais, oui, j'aurais pu. Et en fait, il a décrit ce qu'on appelle les comportements d'utilisation. Alors, je le fais très rapidement en général. C'est qu'en fait, dès lors qu'on est dans un contexte comme ici et maintenant, là, en permanence, l'environnement dans lequel on vit nous suggère des scénarios de comportement. S'il y a un plat devant nous, est découvert, le scénario, c'est on peut activer de manière même non volontaire le fait de le manger, etc. S'il y a une feuille et un stylo, même si on vous dit rien, de prendre le stylo, de l'ouvrir, etc. Et donc ces comportements d'utilisation, ils nous montrent en fait qu'en permanence, l'environnement nous dicte presque des injonctions d'action, des schémas d'action, et que nous, on a la capacité de ne pas le faire. Et d'échapper, on va dire, à la tyrannie du présent, et de se projeter ailleurs, etc. Et souvent, dans ces maladies, en fait, le présent impose sa tyrannie. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à échapper à ça. Et ce qu'on appelle souvent la désinhibition chez les patients, ce n'est rien d'autre que des comportements dictés par l'environnement auxquels le patient n'arrive pas à résister, à ne pas se soustraire, alors que toute la couche, par exemple, d'éducation d'un enfant, ça va être, par exemple, dans le contrôle de ses besoins, d'interaction sociale, de pouvoir mettre de l'inhibition, de faire que ça ne se passe pas, c'est une victoire, c'est quelque chose. Et bien donc, dans ces comportements-là, il y a souvent les deux couches. Il y a une sorte de mécanisme, de système de récompense qui tourne tout seul, et la fragilité de la capacité à échapper à ces injonctions du présent. Voilà. Alors, une fois que je vous ai dit ça, ça ne vous donne pas les clés, mais ça donne souvent des astuces, des idées, parce qu'une fois de plus, c'est que dans vraiment le diable des détails de la vie quotidienne qu'on voit comment les soignants proches d'un patient ont réussi pour cette personne et pas une autre, c'est pour ça que je reviens à la relation, trouver ce qui va fonctionner en fait, et ça ne sera jamais la même chose chez deux patients. Et je pense que près de cette femme-là, il y avait aussi beaucoup d'ennuis, et effectivement, le réflexe de quand on s'ennuie, on prend une cigarette, et du coup, elle avait le réflexe de venir nous demander des cigarettes dès qu'elle s'ennuyait, c'est-à-dire à peu près tout le temps, quoi. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, Nathalie, c'est comment les personnes qui travaillent peuvent échapper à la fatigue psychique, parce que ça doit être usant. Je suis pas sûre qu'ils aient ça beaucoup, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en souffrent de cette fatigue-là. Après, par exemple, pour Madame G, on a je sais pas si je peux appeler ça stratégie, mais on fait beaucoup d'humour autour pour essayer de mieux supporter la situation. On va en parler. C'est de l'humour entre vous ? L'humour entre nous, voilà. Oui. De l'humour entre nous, des private jokes, on va dire, entre nous, sans se moquer de la dame, mais sur le fait qu'elle revient tout le temps. Et ça nous aide un peu plus à supporter. Mais après, ils en parlent. Je suis là, souvent, pour qu'ils viennent m'en parler aussi, justement. Une fois, quand on en parle, ça soulage un petit peu. Et on passe le relais. Ouais. Quand quelqu'un supporte plus, on demande à un collègue de prendre le relais, au moins temporairement, quoi. Et ça, c'est des relais qui se font assez régulièrement Qui se font régulièrement, il y a beaucoup d'entraide, donc ça, ouais. C'est plutôt naturel entre équipes qu'on s'entraide. Si on ne trouve pas une solution, on va appeler Nathalie à l'aide, ou même Nathalie peut nous demander, vous avez observé quoi par rapport à cette personne qui peut venir en aide aussi pour elle, pour établir un diagnostic. Donc non, on essaye de travailler en équipe et puis de se transmettre. Si on n'en peut plus, on va voir la collègue, on lui dit, je ne peux plus prendre le relais, je vais respirer 5 minutes, et voilà, quoi. David, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet, là, sur la fatigue ? Non, moi j'ai bien aimé l'idée de pouvoir faire de l'humour entre vous. Donc, j'imagine vous vous retrouvez et vous vous demandez, t'as pas une clope ? Ouais, c'est ça en fait. Non, mais c'est comme ça aussi quand on voit des films comme Hors Normes, sur un autre sujet, l'autisme, et voilà, mais on voit beaucoup l'humour entre le personnel. C'est très important aussi de garder cette énergie de vie. Et donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement. Voilà, c'est une bonne méthode, ça, je pense. Absolument. Ouais, l'humour. Tu l'as pas dit, ça, l'humour. Note-le sur. Exactement. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est un métier passion quand même, donc si on n'arrive pas à se remonter, parce qu'il y a quand même des périodes où c'est plus difficile que d'autres, parce que même dans nos vies privées, il y a des fois où on est fatigué, où il y a des
ou des sujets qui nous touchent plus que d'autres sur certains résidents. Donc c'est vrai de pouvoir s'appuyer sur ses collègues et tout ça, ou de pouvoir rigoler de certaines situations, ça permet de... Oui, de dédramatiser. Voilà, un peu, c'est ça. Puis de se sentir moins seul aussi. Oui. Oui. Et ça nourrit vos romans, toutes ces petites choses de la vie que vous voyez régulièrement. Bah, sur ce livre-là, oui, clairement. Les souvenirs, c'est un livre qui a été vraiment nourri pendant des mois et des années au quotidien, voilà, de fréquenter les EHPAD, de prendre des notes. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a beaucoup de choses, même par exemple le menu du restaurant, enfin voilà, est clairement reproduit dans mon livre, avec cette fameuse salade iceberg, qui, je sais pas s'il y a de l'humour noir parfois dans certains établissements. Et puis voilà, je parle aussi beaucoup de plein de détails de la décoration, du manque parfois de beauté au quotidien, de parler aussi, moi j'ai vu plein de choses, des histoires d'amour aussi, vous le voyez, ça aussi c'est extraordinaire, de voir un veuf et une veuve qui fricotent et qui voilà sont comme ça dans une... Il y a toute la vie en fait qui est représentée aussi dans ces moments-là. Donc moi c'était le sujet central de mon livre. Peut-être le sujet central c'était la dépossession de soi, c'est-à-dire quand on devient les enfants de ses propres enfants d'une certaine manière. C'est vrai qu'une femme qui demande toutes les 2 minutes est-ce que je peux avoir une cigarette, c'est aussi une femme qui n'a pas de cigarette d'une certaine manière et donc qui est tributaire. Et donc le sujet du livre c'était ça, c'était cette femme. D'ailleurs après ça a été adapté au cinéma avec Annie Cordy qui décidait à un moment donné de faire une fugue et de quitter cette maison de retraite parce que elle estimait ne pas avoir sa place et d'être totalement dépossédée dans ses choix de vie. Mais la grand-mère de votre livre, elle a quand même plutôt une bonne mémoire. Oui, alors c'est pas autobiographique ça, effectivement, parce qu'évidemment si ma grand-mère était Annie Cordy au cinéma, je pense que c'est pas tout à fait, mes grand-mères étaient pas dans la même énergie quoi. Mais oui, totalement, elle a totalement, oui, en fait, très souvent, et d'ailleurs c'est toute la difficulté pour les familles, c'est à quel moment, comment, parfois, on est clairement sur une défaillance physique. En l'occurrence, dans mon roman, et c'est le cas dans ma famille, dans plein de familles, c'est une chute, l'impossibilité de se gérer physiquement au quotidien, tout en ayant pleinement sa tête, pleinement ses capacités intellectuelles. Et ça, vous le voyez aussi avec beaucoup, beaucoup de passion, parce qu'on parle de défaillance de mémoire, mais il y a des gens qui ont 100% de leur capacité. Et de se retrouver comme ça, entouré de personnes qui, eux, perdent la tête, il y a aussi une vraie difficulté à avoir des gens dont on a le sentiment de ne pas du tout être dans la même énergie. Et ça nous tire vers le bas, et c'est extrêmement violent. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, notamment avec vous Zoé, c'est le moment de la toilette, parce que c'est un moment délicat, c'est pas neutre de se faire laver. Et vous avez été confronté à une femme qui refusait les soins d'hygiène en raison, dites-vous, des traumatismes de son enfance. Alors qui était cette personne? C'était une résidente, ça c'était plutôt quand j'étais aide-soignante, mais c'était une résidente qui était complètement alitée, qui pouvait plus du tout bouger et qui était clairement opposante, même si elle pouvait à peine bouger, elle avait plus du tout de force et elle en était au point de nous appuyer sur la gorge pour essayer de nous étrangler tellement elle voulait pas être lavée. Et en fait, il a fallu, parce qu'elle avait quasiment pas de famille qui venait, donc c'était très difficile de refaire une histoire de famille. Et il a fallu un certain temps avant de découvrir qu'en fait, elle avait une peur énorme d'être lavée parce que des attouchements quand elle était petite. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas deviner, qui est très difficile à entendre et qui est très difficile à exprimer pour elle, même si elle pouvait parler. Je sais pas si elle nous aurait parlé de ça. Et en fait, ça a été très difficile pour nous d'admettre que du coup c'était très maltraitant de faire la toilette alors qu'elle était aussi opposante, et pour elle ça a été une souffrance tout le temps en fait. Et c'était une situation qui était très dure à vivre pour elle comme pour nous, et ça c'est pareil, c'est lié à la mémoire de le refus d'être touché à ce point-là, c'est forcément c'est de l'intime très profond quoi. Dans un domaine voisin, c'est les femmes qui refusent de se faire laver par des hommes, c'est assez fréquent apparemment. Vous en avez déjà eu. Oui, vous gérez ça comment? Comme on a plusieurs soignants, on passe la main. C'est le cas de le dire. Et voilà. C'est vraiment quand il y a un refus strict au niveau des hommes et qu'on a la possibilité d'avoir des soignantes femmes, on ne va pas lui imposer. On essaie déjà de savoir pourquoi, pour voir si on peut agir dessus, mais sinon on ne va pas lui imposer. Ouais. Parce que ça doit rester un moment plaisir. Ces souvenirs, c'est ma dernière question, Lionel. De toute façon, ils ne s'effacent jamais. Ça dépend, c'est facile, non, je crois qu'il n'y a jamais et de jamais vraiment. Mais par contre, à nouveau, c'est d'aller dans... Moi, je ferais comme vous, si j'étais à votre place, ça veut dire dans l'immédiateté, notamment tout ce qui est l'espace péripersonnel, ces aspects très intimes, même s'il s'agit pas, même si, imaginons qu'il ne s'agisse pas d'une personne chez laquelle on retrouve un antécédent d'attouchement sexuel auparavant, juste la manière de laquelle c'est vécu au présent, si on peut arriver à accommoder les désirs de ces personnes dans ces cas-là, c'est pas toujours simple, ça dépend des personnels, du nombre de personnes, etc. Moi, je serais plutôt, évidemment, favorable
favorable à ça. Et je voulais dire juste un dernier mot avant malheureusement de vous quitter là. C'est que sur la fatigue des soignants dont on parlait, souvent elle va être ancrée sur des aspects là très très répétitifs, mais je pense donc ça c'est une première couche, mais derrière je pense qu'il y a cette couche qui a été évoquée aussi par David et par vous, c'est-à-dire que ce dont il est question, c'est d'être capable ou pas d'être à la hauteur de soi, c'est-à-dire de continuer à être soi. Et que tout ce qui va venir fragiliser cette capacité, je pense qu'en miroir, souvent, chez les accompagnants, chez les familles, et chez les soignants proches, ça gagne un peu parfois un sentiment de se dire, en fait, ne serait-ce que d'avoir pris conscience, parce qu'on ne travaille pas dans ce milieu, que ça existe, que des personnes peuvent à un moment donné ne plus vraiment être capables de continuer à être elles-mêmes telles qu'elles étaient auparavant. Il y a une sorte de fatigue, pour reprendre l'expression du sociologue, là, que moi j'aime beaucoup, Ehrenberg, la fatigue d'être soi. Et notamment dans une société qui est passée d'une société de contrainte, c'est sa thèse, hein, et que la maladie psychique principale, c'était la névrose de contrainte de l'époque de Freud, etc. Il y a une société qui pèse sur vous au niveau professionnel, religieux, politique, tout, etc. Les temps modernes qui étaient évoqués, quoi, à la chaîne et tout. Et puis après, société post-industrielle, la thèse d'Ehrenberg, c'est qu'on est dans l'épanouissement de l'individu. Et du coup, le nouveau défi, c'est d'être à la hauteur de celui qu'on devrait être, ou celle qu'on devrait être, et que du coup, la dépression devient le modèle principal, plus que la névrose, et que la dépression, elle est aussi chez les soignants. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on peut perdre cette capacité à être à la hauteur de qui on voudrait être, elle gagne, elle s'infiltre souvent chez les personnes. Donc, et cette dimension-là, je pense qu'il faut aussi, là, alors l'humour, je suis d'accord, mais la prendre en compte chez les soignants, de se dire... là aussi, on se laisse gagner par ça, se dire en fait de la tristesse de le voir chez quelqu'un. Voilà. Merci Lionel. Bon, merci beaucoup. J'aimerais vraiment, c'est pas du chiquet, c'est de rester avec vous. Et vous pensez pas qu'on peut l'applaudir quand il s'en va? Merci. Hein. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de personnes qui refusent la toilette, parce que vous avez dit on a fini par réussir à savoir qu'elle avait eu des problèmes dans son enfance. Excusez cette question un peu directe, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'il est nécessaire que vous alliez creuser dans le passé des gens s'ils n'ont pas envie de le verbaliser? Dans un cas comme celui-ci où la personne ne parle plus et on a besoin de comprendre les raisons de son refus, oui. Après, de toute façon, c'est évident qu'on ne va pas forcer à la toilette si ça se passe mal. À ce point-là, c'est évident qu'on ne va pas forcer non plus. On n'a pas besoin d'avoir une histoire de vie pour se rendre compte que la toilette est compliquée et qu'on va éviter d'insister. Et donc, la solution qu'on a pu trouver, c'était surtout d'avoir un autre rapport avec la résidente pour qu'elle se sente plus forcée à la toilette, mais qu'elle se sente accompagnée à la toilette. Et ça passait par passer des bons moments avec elle en dehors de tout soin. Et comme ça, la personne se sentait mieux en notre présence et acceptait un peu plus facilement la toilette. Et ça, effectivement, pas besoin d'avoir l'histoire de vie pour mettre ça en place. C'est surtout bien plus facile de comprendre et de s'adapter une fois qu'on a compris la personne. Nathalie, pour cette histoire de vie et les discussions avec la famille, les proches, ça vous est arrivé d'essayer de temps en temps d'en savoir un petit peu plus sans être trop intrusif? Vous faites comment quand il y a un souci auquel vous êtes confronté et que vous aimeriez quand même comprendre l'origine? En général, alors j'ai peut-être pas la bonne méthode, mais moi j'aime bien être direct, dire bah voilà, on rencontre des difficultés au niveau de tel soin avec votre mère, votre père. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi c'est si compliqué? Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Peut-être que vous êtes au courant d'une histoire, d'une information que vous pouvez nous transmettre. Et souvent, les familles, quand ils savent que ça se passe mal pour leurs proches, entre guillemets, parce que c'est compliqué, ils sont là pour aider. Enfin, ils sont vraiment volontaires à essayer de nous aider, quand ils savent, bien sûr. Mais en général, on essaie d'aller voir le résident en premier quand il est encore capable et qu'il est d'accord pour parler, bien sûr. Ouais. Et quand il vous livre, entre guillemets, un secret, est-ce qu'après, vous en parlez avec la famille? Vous fonctionnez comment? Alors, encore une fois, en tant que psychologue, je suis tenue au secret de mes entretiens. Donc, quand je pense que l'information est importante et qu'elle mérite d'être diffusée pour aider les proches à comprendre ou les soignants à comprendre, je demande aux résidents. J'ai dit, pour moi, c'est important pour telle raison. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'en parle? Et en général, la réponse est? Majoritairement, ils me disent oui. J'ai eu quelques noms, mais c'est plutôt rare en général. Des situations familiales un peu conflictuelles, peut-être? Ouais, c'est ça. Et les quelques noms, tant pis. J'essaierai de trouver une solution autre sans expliquer ce qu'il en est exactement auprès des proches ou autres, mais je préfère respecter leurs paroles. Dans votre livre... Moi, je voulais juste demander, parce que c'est vrai que là, on parle d'un cas qui est quand même des discussions, mais on dit très souvent, moi je vois à l'école,
beaucoup de professeurs se plaignent du comportement des parents. Dans les hôpitaux aussi, parfois des patients, des proches des patients. Et j'imagine que vous êtes aussi forcément en lien avec des familles difficiles, agressives, parfois violentes. Et là, j'imagine, surtout sur des sujets aussi douloureux que la fin de vie des parents. Donc ça, je trouve que comment vous réagissez, parce que là, vous parlez d'un exemple de dialogue. Quand ça se passe bien. Voilà. J'ai le sentiment que très souvent, ça peut être aussi des situations bien plus difficiles. Alors, comment on peut gérer ça? Je ne sais plus dans quelle étude j'avais lu ça, mais il disait qu'en moyenne, il y avait genre 10% des familles qui étaient entre guillemets problématiques, ou en tout cas qui étaient compliquées. C'est énorme quand même. Ça fait quand même beaucoup dans un établissement, effectivement. Et souvent, ces familles-là, si elles sont compliquées, c'est parce qu'elles sont très angoissées, principalement. Donc le but, ça va être d'essayer de les rassurer et en prenant de l'avance sur ce qui pourrait les angoisser. Par exemple, le manque de communication. S'ils ont l'impression qu'on leur parle pas assez, qu'on leur cache des choses, tout de suite, ils vont s'imaginer c'est parce qu'on fait de la maltraitance. Alors que si on prend les devants et qu'on les appelle avant que eux demandent à prendre rendez-vous, ça va calmer un peu les angoisses, par exemple. Et puis, il y a des familles où jamais on arrive à les calmer ou à apaiser les choses. Après, on leur dit, si vraiment ça se passe mal et que vous n'avez pas confiance, il y a d'autres établissements, c'est possible aussi. Et on essaie de trouver des solutions, ou en tout cas un compromis d'entente. Mais oui, ça ne se passe pas toujours très bien. Et c'est souvent c'est ce qu'on dit à ces familles-là, c'est que ceux qui sont très angoissés et très présentes, ils sont presque plus fatigants pour les soignants que les résidents eux-mêmes. En général, ça se passe bien avec leurs proches. Et la famille est extrêmement omniprésente, extrêmement angoissée et épuise plus les équipes que le reste. Ça, c'est quelque chose, en tant que famille, pour le coup, on comprend très bien à la fois moi j'ai un peu la double casquette, donc je sers un peu d'intermédiaire entre les deux, mais c'est vrai que les inquiétudes viennent très vite parce qu'en fait, il suffit de constater 2 fois qu'il y a un problème pour se dire que finalement il y a tout le temps un problème et qu'il suffit qu'on soit absent pour que ça déraille. Et en même temps, en tant que professionnel, c'est évident qu'on prend très soin de nos résidents. Enfin, le lien qui nous unit à nos résidents, il est énorme parce qu'en fait, on passe le plus clair de notre temps avec eux et que c'est une relation de confiance qui est immense. Et du coup, souvent, il suffit de pas grand-chose parce que les 2 parties tiennent beaucoup aux résidents, donc ouvrir le dialogue en fait, et souvent aussi il suffit de peut-être d'une discussion un peu sérieuse pour se rendre compte que les 2 en veulent du bien et que les 2 sont dans la même optique. Et voilà, c'est réussir à parler au moins une fois calmement et ouvertement et réussir à entrer dans cette relation de confiance là pour le bien de tout le monde finalement. Dans la grand-mère de votre livre, finalement, elle parle plus avec son petit-fils qu'avec son fils. Hein. Est-ce que c'est lui l'intermédiaire? Clairement, oui. Oui, il pourrait aussi, lui, être en maison de repos. Elle l'a usé. Tout à l'heure, je parlais de la salade d'iceberg, mais c'est vrai que partout, il y a des détails. Dans ce livre-là, effectivement, la mère fait une dépression. Elle était professeure. Et il y a des cliniques de la MGEN pour les professeurs en dépression. Et sachez qu'à Paris, ces cliniques-là s'appellent clinique Camille Claudel et clinique Vincent Van Gogh. Oui, j'ai vu ça. Ça fait rêver, ça fait rêver. Moi, quand j'ai écrit ce livre, c'est vrai que j'ai noté partout des détails en permanence. Et aussi, dans les maisons de retraite aussi. Alors, là, on parle de la mémoire, mais c'est vrai qu'il y a toute la partie divertissement, faire vivre le lieu avec des films, des concerts. Et c'est vrai que moi, je trouvais que il y a aussi toute une énergie comme ça qui est assez difficile à faire vivre, faire venir la vie dans le quotidien, parce que là on a parlé plutôt des soins, de l'accompagnement psychologique, mais il y a toute la partie divertissement. Moi j'avais une question un peu étrange, c'est que quand j'ai les souvenirs de mes grands-mères, elles n'avaient pas de téléphone portable, et je me demandais si finalement maintenant les patients qui vieillissent avec les nouvelles technologies ont des téléphones portables, ont accès à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une modification Oui. Alors ça, oui. C'est ça qui m'intéressait, s'il y a une modification du rapport au quotidien. J'ai pu constater une modification avec cet aliment. On commence à avoir des personnes, quand ils rentrent en EHPAD, qui demandent immédiatement s'il y a une connexion Internet, parce qu'ils veulent venir avec leur ordinateur, ils ont leur réseau, ils ont leur jeu en ligne. Il faut absolument qu'ils aient la connexion. On en a beaucoup aussi qui ont des téléphones portables, effectivement, ça se répand beaucoup. Est-ce que ça les isole, ou est-ce qu'ils participent de la même façon à toutes les activités qui sont organisées, ou est-ce que, comme on le dit beaucoup pour les jeunes, ça isole le portable?
Ça dépend de chacun, je pense. Il y en a qui aiment bien rester dans leur chambre à faire leurs jeux sur leur tablette. Et il y en a qui continuent à participer avec tout le monde. Mais le soir, avant de se coucher, j'aime bien lire un petit truc ou Donc, sur il une n'y a pas de liseuse ou généralité. autre. Non. Moi, je voudrais le dernier cas dont on avait parlé assez brièvement. Il nous reste quelques minutes. C'est le cas de cette personne qui a le sentiment d'être enfermée, d'être prisonnière. Est-ce qu'il arrive que certaines personnes aient vraiment le sentiment qu'elles sont là contre leur gré et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Et je pense que vous avez vu ça aussi. Donc, comment vous fonctionnez? C'est fréquent Moi, j'ai l'impression que c'est énormément de résidents qui sont pas là de leur propre chef parce qu'il suffit d'une chute chez soi pour que les médecins refusent qu'il rentre chez eux, etc. Et après, c'est... Enfin, ouais, moi, mon grand-père, c'est le cas, et il y a vraiment ça à la fois, il souhaite être ailleurs tout le temps, il aimerait vraiment beaucoup partir, et il a fallu vraiment longtemps avant qu'il commence à admettre que ça allait être compliqué et que ça allait pas être possible. Et en même temps, il est très grateful, remerciant du personnel qui est autour de lui. Il est très touché de la quantité de présence qu'il y a autour de lui, de la charge de travail que ça représente de s'occuper de lui, tout ça. Il est très touché par tout ça. Mais ça n'empêche pas que dans le fond, il souhaiterait être ailleurs. Et dans sa tête, son chez lui, c'est toujours là où il était avant? C'est un autre chez lui maintenant. On en est au 3e ou 4e appartement qu'il voit et qu'il imagine et qu'il dessine dans sa tête. Et il peut plus le dessiner parce qu'il a Parkinson. Mais voilà, il nous a demandé encore il n'y a pas longtemps du papier et des stylos pour pouvoir dessiner le plan de son prochain appartement. Et c'est toujours pas possible. Mais il continue d'espérer et il continue de s'envisager ailleurs, oui. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'ils sont chez eux dans la maison. Hein. C'est pas ils reconnaissent pas les lieux comme un habitat, malgré qu'ils sont habitants de la maison de retraite, quoi. Et moi, j'essaye de leur faire comprendre que c'est peut-être mieux pour eux et pour leur famille aussi qu'ils soient avec nous, pour leur bien-être, leur santé et aussi la santé de leur famille au final. Ça, c'est sûr. Qui, eux, s'inquiètent de savoir qu'ils sont seuls chez eux, qui risquent de tomber, qui risquent de... Et c'est vrai qu'ils le comprennent, mais ils ne l'acceptent pas. C'est difficile, Nathalie, aussi, quand les familles viennent vous voir en disant il a le sentiment d'être en prison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'il y a sans doute aussi des patients, et là je parle peut-être plus des gens qui ont la maladie d'Alzheimer et qui sont effectivement privés de liberté. Oui, bien sûr. Il y en a effectivement qui sont privés de liberté. Il y en a on considère en tout cas qu'ils se mettent en danger s'ils sortent, par exemple, parce qu'ils ont un équilibre précaire, ils n'ont plus d'orientation. Donc s'ils sortent, comment ils vont retrouver les pattes pour revenir, par exemple. C'est tombé sur toi. Et voilà. Donc, je trouve que Eva, ce qu'elle disait, essayer de faire comprendre, voilà, qu'il y aura toujours leur chef, bien sûr, mais pourquoi ils sont là. La plupart du temps, ils peuvent comprendre. Comprendre, oui, mais pas admettre. Pas admettre, non. Ça, il y aura toujours. Parce que c'est vrai que ceux qui viennent volontairement sont quand même assez rares. C'est pas la majorité des résidents qui viennent volontairement. D'ailleurs, il y avait le titre de ce livre formidable qui est Tu verras, tu seras bien. Vous savez, le truc, la phrase qu'on prononce tous en se disant que, de toute façon, oui. C'est mieux que, mais David, le mot de la fin sur ce grand sujet. Non, là, ce qui me touchait, c'est vrai que parfois aussi, dans la privation, il y a la privation aussi de pouvoir donner. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas la possibilité. Enfin, moi, quand j'allais chez mes grands-mères, elles me donnaient des trucs à manger ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là, elles pouvaient plus le faire. Et donc, moi, je sais que ma grand-mère, par exemple, elle piquait tous les sucres de tous les yaourts. Et qu'à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait tiens voilà, je te donne 10 sachets de sucre ou 15 sachets de sucre. Et je me suis dit la privation aussi voilà, c'est ne plus pouvoir donner, ne plus être en possession de partager. Et ça c'est moi j'avais les larmes aux yeux à chaque fois, elle me donnait ça comme si c'était la seule chose qu'elle pouvait me donner. Et je trouvais ça assez bouleversant parce que ça, les gens qui sont privés de cette liberté là aussi, c'est d'être privé de pouvoir de pouvoir être des cadeaux, c'est avoir des exactement relationnel pur. Hein. Après, c'est vrai qu'à l'EHPAD, notre EHPAD en tout cas est assez excentré par rapport à la ville, donc ils peuvent pas y aller d'eux-mêmes parce que vraiment à pied ou en transport, il n'y a pas de transport qui y vont. Mais par contre, on a mis en place nous du personnel qui a une liste d'attente, qui veut aller faire des courses, qui veut aller faire des achats, qui veut aller boire le petit café au tabac en centre-ville.
Donc ils peuvent sortir Au et... tabac. Ah, je vois bien, vous les ramenez au tabac. Le petit café, la petite pause pour faire le PMU et tout, il y en a qui sont très attachés, donc c'est une habitude qu'ils gardent. Oui. Et c'est vrai qu'on a mis ça en place et on a des résidents effectivement qui vont acheter des choses pour après, quand les petits-enfants vont venir, donner à leurs petits-enfants qui viennent. Et Il y en a qui mettent on ça. a aussi un résident qui a sa voiture et qui peut encore C'est le seul. sortir. Oui, un peu moins maintenant, mais Si. Ouais. Ouais, qui sort, qui fait ses achats lui-même. c'est ça. Ouais. Un immense merci pour ces témoignages, un immense merci David. Merci à vous. Hein. Je termine en disant que pendant la petite pause, David a la gentillesse de dédicacer tous ses livres à tous ceux qui en ont envie. Et moi, je vous conseille vraiment les souvenirs, c'est formidable. C'est Merci sympa. David. Merci beaucoup. Merci. Bravo.